Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement, avec curiosité, bienveillance surtout. Je suis Laure, médecin généraliste et maman, autrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux sociaux et aussi la newsletter. Aujourd'hui, on plonge dans un lien qu'on connaît tous, de près ou de loin, le lien entre frères et sœurs. Un lien qui peut être tendre, conflictuel, complice, injuste, protecteur, parfois tout ça dans la même journée. Bref, un lien pas toujours simple, mais souvent très structurant. Pourquoi est-ce qu'on s'adore un jour et on peut plus se voir le lendemain? Est-ce que les disputes, c'est normal? Est-ce qu'on doit intervenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces relations sans les figer? Pour en parler, je reçois Héloïse Junier. Elle est docteure en psychologie, conférencière, formatrice et autrice de plusieurs ouvrages. Son dernier, paru en 2025 aux éditions Arène, s'intitule Frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. Un livre captivant qui fait le tri entre les idées reçues, la réalité de terrain et les découvertes scientifiques. Entre frères et sœurs, il y a des souvenirs qui collent, des blessures qu'on garde et parfois un amour qu'on ne dit pas, qui compte pourtant énormément, notamment à l'adolescence. Ce lien-là, il mérite qu'on s'y arrête. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Héloïse, hello, merci d'être là. Avec plaisir. On va parler donc ensemble de la fratrie, vaste sujet. Autour donc du passage. Alors dis-moi Héloïse, toi quand t'étais ado, c'était quoi la musique qui marquait ton ado? Alors la musique, c'était J'ai demandé à la lune de Indochine. J'adorais le groupe à l'époque, voilà. Pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc t'as des frères et sœurs? Et j'ai 3 grandes sœurs, ouais. Et... Donc je suis la petite dernière. T'es la petite dernière, donc la cadette. Et tu te spécialises sur le sujet. Est-ce qu'un message à faire passer à ma famille, peut-être. C'est clair. Et tu connais aussi la fratrie puisque t'as 2 enfants. Et ouais, 2 filles aussi. On n'est que des filles partout dans notre famille, en fait. Ah, on va peut-être apprendre des choses sur les fratries de filles. C'est vrai qu'à la base, en plus, le livre, j'ai écrit pour comprendre ma propre fratrie. Je me disais, mes enfants à la maison, pour mieux comprendre leur régulation de conflits, leur disputes, ça m'a trop aidée en tant que maman, quoi. Égoïstement. Non mais attends, le podcast, c'est aussi pour moi. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, ça me sert beaucoup à nous, en fait. Ah, mais carrément. Moi, j'apprends tellement des choses tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai plein de questions et ça va me faire penser à mes enfants. Donc, c'est parfait. Et justement, on va tout de suite attaquer avec la rubrique sans filtre, un point de vue d'ado. Donc, on va écouter ensemble, si tu veux, ces témoignages et tu peux réagir si tu en as envie. Ok. Moi, je m'entends bien avec mes frères et sœurs, mais je m'entends mieux avec ma sœur, vu que c'est une fille et que on peut se confier plus de choses. Et avec mon frère aussi, mais moins parce que c'est plus difficile de lui confier des choses. Sinon, je suis heureuse d'avoir des frères et sœurs. Et je me dis que si je serais sans frères et sœurs, et je m'ennuierais un peu dans ma vie. C'est mignon. Ouais. Bon, si j'étais, hein, mais bon. Ouais, en vrai, c'est très beau. Alors, je peux réagir, ça, j'ai plein de choses à dire. Bien sûr. Alors, c'est rigolo parce que déjà, ce qu'elle dit, ce qu'elle confie, le fait qu'elle se confie plus avec sa sœur qu'avec son frère, c'est ce que les recherches montrent aussi. C'est souvent, on dit, avoir une fille, un garçon, en tant que parent, c'est le choix du roi. On dit, c'est super, t'as eu le fille, les garçons, t'as eu tout ce que tu voulais. Et en fait, dans les recherches, on voit que les fratries dites mixtes, donc filles-garçons, elles ont moins d'intérêts communs en grandissant, elles ont moins de chaleur et de complicité, elles ont tendance à, du coup, avoir aussi moins de conflits. Et donc, tu vois, ça corrobore avec ce que dit cette jeune fille, hein. C'est rigolo. Extrait suivant. Ayant une sœur plus petite que moi, quand j'étais plus petite et que j'allais chez ma grand-mère paternelle, c'était du favoritisme beaucoup avec ma petite sœur. Et donc, du coup, c'est ce qui lui a fait débloquer un caractère assez nerveux. Et dès qu'elle a pas ce qu'elle veut, du coup, elle s'en prend à moi. Mais après, ça a changé, heureusement. Et ma mère, elle me défend plus. On essaie de changer ça. Mais en vrai, les relations, elles sont pas si tendues que ça. Ah, c'est chouette, d'accord. Ouais, ça aborde ce qu'on appelle le favoritisme parental, le fait de favoriser un enfant plutôt qu'un autre. Ce qui est très fréquent dans les familles, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Sujet, mais ouais. On viendra sur le sujet. Ça peut créer des tensions parfois aussi. Ouais, et c'est chouette de savoir que les jeunes arrivent à mettre des mots dessus parce que tu vois que c'est... Ouais. Parce que plus c'est conscientisé, moins c'est impactant sur le terrain, justement. Donc c'est chouette. Ouais, c'est important. Extrait suivant. J'ai un petit frère avec 10 ans d'écart et je m'entends bien. Il me considère un peu comme sa deuxième maman parce qu'avec beaucoup d'écart, on s'entend super bien. Je montre un peu comme un modèle
même si il est pas là, moi je suis présente pour lui et que je le soutiens dans la vie. Ah, ça c'est rigolo. C'est marrant parce que ça aussi, ça va dans le sens des recherches. On voit que quand il y a un écart d'âge important entre deux enfants, t'as moins de conflits, t'as aussi moins d'entraide, mais t'as aussi moins de conflits. Une fois de plus, c'est rigolo. Ces témoignages sont vraiment très bien, très symboliques, je trouve. Alors moi j'ai un grand frère, une grande sœur et un petit frère. Depuis que notre mère, nos parents sont séparés, du coup on vit qu'avec notre père. On s'entend bien avec mes frères et sœurs. Et depuis que notre mère elle est plus avec nous, on s'est soudés ensemble et on a avancé. Là en ce moment je suis qu'avec mon petit frère et moi et mon père. Et le grand il est revenu, mais lui il fait du foot, ça veut dire il est pas là. Et ma grande sœur elle est plus là, elle est avec son mec. Du coup voilà. Ah, c'est chouette. Donc face à l'adversité, et ça recrée des liens plus forts dans la fratrie. Ouais, c'est assez classique. C'est beau. Finalement, on sait que les fratries se soudent quand il y a des situations compliquées. Ouais. Après, si elles sont à la base en conflit, du coup, ça va pas les aider. Mais si elles sont à la base d'une bonne relation, on voit que le grand frère, la grande sœur ou le frère et sœur peut être un figure d'attachement qu'on appelle relais. Et du coup, diminuer un peu les risques de anxiété ou de dépression face à des moments d'adversité comme un divorce, par exemple, ou un déménagement. Je suis le petit frère dans ma famille. C'est plus difficile parce que je dois tout le temps respecter mon frère. Dès qu'il me fait quelque chose, je peux pas répliquer, je peux rien faire parce que c'est le grand frère, je suis obligée de le respecter. Je voudrais bien qu'un parent se positionne plus quand je dis quelque chose et qu'il m'aide. Ah, c'est marrant, il souffre du fait d'être un peu sous le joug du grand frère. Ouais. Alors après, c'est marrant parce que dans les recherches, peut-être qu'on parlait tout à l'heure, mais on voit que quand c'est un grand frère aîné de la fratrie, t'as plus de risques, c'est un peu lui qui impulse un peu la mentalité de la fratrie, t'as plus de risques d'avoir de la compétition ou d'avoir moins d'entraide que si c'est une fille aînée à la tête de la fratrie. Après, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de l'enfant. Mais donc, c'est intéressant ce qu'il peut ressentir en termes de ressenti, ouais. Ouais, et puis on sent qu'il connaît les règles, quoi. On doit respecter le grand frère, il y a un côté impactant. Genre, c'est vraiment le chef de la fratrie, quoi. Visiblement. C'est comme ça, en tout cas, qu'il investit peut-être par sa famille aussi, par ses parents, tu vois. Peut-être. Ouais. Et dernier extrait que je trouve très touchant. C'est dur d'avoir un petit frère, hein. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est un peu énervant parce qu'il fait beaucoup de chantage. Il faudrait être plus gentil avec son frère et être un peu plus strict et pas trop strict aussi, justement. Tu conseillerais aux parents d'être comment, en fait, pour qu'il y ait moins de disputes entre ton frère et toi? Un peu plus dévissé. Ça veut dire quoi? Un peu plus tranquille. Un peu juste, en fait. Un peu méchant et un peu gentil. Ah, il est sympa, il a de l'empathie pour nous. C'est dur, les parents. Genre, dans tous les cas, il va reprocher un truc à ses parents, mais en fait, ouais, c'est rigolo. Ça, c'est intéressant. C'est difficile d'analyser. Il faut être méchant, il faut être gentil, il faut être juste, il faut être plus ci, plus ça, pas assez. Hyper intéressant. Je trouve que ça a vraiment l'ambivalence de l'adolescence. Enfin, ça marque une ambivalence relationnelle par rapport à la famille, quoi. T'as vu ces petits extraits? Je trouve qu'ils sont trop touchants, les jeunes. Ah, ils sont très touchants. C'est vrai que c'est très brut, en fait. Et en plus, vraiment en face avec ce que dit la recherche sur la fratrie. Donc, c'est vraiment rigolo. Alors, si on doit donner quelques chiffres, environ 85% des enfants grandissent avec au moins un frère ou une sœur. La fratrie est souvent la relation la plus longue d'une vie, bien plus que les relations amicales ou amoureuses. On va découvrir après. Complètement. Selon plusieurs études en psychologie du développement, les conflits dans la fratrie augmenteraient à l'adolescence, car les différences de rythme, d'autonomie et de besoins se creusent. Une fratrie n'est jamais neutre, elle façonne la construction de l'estime de soi, du sentiment d'injustice ou encore de la place dans la famille. Complètement. T'es OK avec tout ça? La fratrie a beaucoup d'impact sur nous, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Ouais. Et toute la vie durant. Et justement, on va aborder cette adolescence et puis voir aussi l'impact de la fratrie sur les adultes qu'on va devenir. Ouais, c'est ça. Et il y a pas mal d'idées reçues sur la fratrie, justement le rang de naissance. Est-ce qu'il influence vraiment la personnalité? Alors moi, je sais que j'ai lu un petit peu ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment, je pense, la principale idée reçue sur le terrain de la fratrie, la plus forte, la plus intégrée, la plus ancrée, c'est le fait que qu'on soit premier, deuxième, troisième, quatrième, ça va impacter ce qu'on est en termes de personnalité. On va être plus ou moins, on dit souvent que les aînés de fratrie sont plus conformistes, que les petits cadets sont plus rebelles et créatifs. Enfin, toi, il y a vraiment c'est très ancré. Et c'est marrant parce que dans la recherche, on voit tout le contraire. Disons qu'on voit, depuis peut-être 20 ou 30 ans de recherche,
on voit que cette idée reçue-là n'a aucun ancrage scientifique. Elle a été infirmée à plein de reprises. Il y a même une grande recherche qui porte sur une cohorte de plus de 20 000 individus en 2007. Donc, on peut dire que c'est quand même sûr. On est vraiment dans une base de connaissances qui est quand même sûre, qui montrait que ça n'avait aucun impact sur notre personnalité, notre imagination, notre créativité, notre conformité. Donc, le premier peut être créatif, le petit dernier peut être Absolument. On peut les laisser être ce qu'ils veulent, quoi. Du coup, c'est ça. C'est pas nous, les parents, qui allons changer quoi que ce soit. Mais oui. Après, en même temps, être premier, deuxième ou troisième, c'est quand même un impact sur nous. C'est clair que c'est pas une expérience que d'être première de notre fratrie ou deuxième de fratrie, mais ça n'aura pas d'impact sur notre personnalité, du moins, en tout cas. Et comment on peut éviter, nous, parents, d'enfermer nos enfants dans un rôle, justement, enfin, je sais pas, le rêveur ou le fort de caractère. Enfin, moi, j'entends souvent ça, en fait. Lui, c'est le timide de la famille, ou lui, c'est... Ça me... C'est vrai qu'on l'enferme dedans, en fait. Mais oui. Mais malgré nous, ouais. Je le vois, des fois, même en consultation, quand les gens vont peut-être se présenter, il y a un côté, on met une étiquette. Je sais pas si tu vois ça. Énormément, ouais. Et ça me fait du mal, moi. Je n'aime pas les étiquettes. Mais c'est comme pour la timidité. Tu peux dire, mon enfant, des fois, manifeste de la timidité. Ouais. Genre, c'est évolutif, c'est temporaire, c'est maintenant. Ou alors, il est timide, ce qui change absolument tout de la donne. En tant que parents, on a tous nos travers, nos automatismes de langage, en fait, qui fait que... Ouais, mais on pourrait croire qu'on joue sur les mots en disant ça, alors qu'en réalité, la nuance, elle est énorme. Ouais. Moi, je sais aussi que j'avais dans mes cours là de tout ce qui touche à la psychologie, j'aime bien quand il y a quelque chose qui traverse un enfant, par exemple la tristesse chez les tout petits, de leur dire voilà, pourquoi il y a de la tristesse qui te traverse là aujourd'hui, pourquoi il y a cette timidité en ce moment, si on devait en parler, plutôt que de dire mais pourquoi t'es triste tout le temps, pourquoi t'es timide, quoi, tout simplement. Même pourquoi t'es sensible. La sensibilité, c'est pareil, c'est quelque chose d'évolutif aussi. Si on ton enfant dans une étiquette de sensible, il aura plus de mal à s'en extraire. C'est vrai que même, on va jouer, par exemple, dans d'autres sphères, là, sur le coup de la crèche, que je connais bien, les jeunes enfants, mais la manière dont les professionnels, par exemple, perçoivent l'enfant et parlent de l'enfant, la manière dont leur regard porte l'enfant, genre s'ils sont plus ou moins efforcés de froncer, s'ils sont moins souriants quand ils regardent l'enfant, on voit que ça va impacter aussi son comportement. Des fois, d'une minute à l'autre, quand elle change de regard après une réunion, l'enfant change de comportement. Donc, on a beaucoup plus d'impact qu'on pourrait le penser sur nos enfants, quoi. C'est dingue. C'est hyper flippant quand on dit ça. Grosse culpabilité. C'est clair, mais c'est non, clair. Il faut pas. En fait, ce qui est important, c'est de le savoir, en fait. Après, on peut réajuster. Quand on le sait, en fait, on n'arrive pas à réajuster, tu vois. C'est tellement automatique chez nous tous. Ouais. On peut faire l'effort, ou on peut y revenir. On peut tendre vers l'évolution. Ouais. C'est important de se poser la question. Je pense. Et justement, pourquoi c'est plus électrique, la fraternité à l'adolescence? Pourquoi on dit que ça devient plus difficile? Alors en fait, déjà, ça dépend beaucoup des fratries, toujours. C'est les tendances générales de la recherche sont que les tendances générales, statistiques. Mais effectivement, en fait, on voit qu'à l'adolescence, il se passe quelque chose de particulier. C'est le début de ce qu'on appelle les expériences non partagées, où les adolescents... Alors avant, par exemple, l'enfant passait énormément de temps avec son frère ou sa sœur. Enfin, tu vois, dans les 15 premières années de vie, ils passent toutes leurs vacances ensemble, ils vont chez les grands-parents ensemble, ils sont le mercredi ensemble, tout le temps ensemble, quoi. Sauf s'ils sont en périscolaire, à l'activité ou à l'école, sinon ils sont ensemble tout le temps. Et en fait, à l'adolescence, ils commencent à avoir des bons copains, bonnes copines, les amoureux, les amoureuses. Et du coup, le lien fort qu'avec le frère ou la sœur, il va se distendre un petit peu parce que l'enfant va trouver de la ressource ailleurs qu'avec son frère ou avec sa sœur. S'il a un problème, il va peut-être parler plus à son copain d'école qu'avec son frère ou sa sœur. Et du coup, cette expérience non partagée va créer une première distanciation du lien, mais qui est saine, naturelle, à l'adolescence. Mais après, il va évoluer tout le temps, ce lien. Mais n'empêche que ça commence effectivement un peu à se distendre, ou pas, mais à l'adolescence, ouais. Ouais, ça va avec l'affirmation de soi aussi, j'imagine, de complètement en vol. Donc c'est quelque chose de normal. De normal. Enfin, c'est vrai que jusqu'à l'adolescence, par exemple, les frères ou les petits frères et petites sœurs ont comme modèle suprême ultime leur grand frère ou leur grande sœur. D'ailleurs, ils en ont marre, ils disent arrête de me copier tout le temps. Mais en fait, c'est génial, c'est bon signe. Mais à l'adolescence, ils ont d'autres modèles aussi. Et ça dépend de leur groupe d'appartenance. Donc, ils vont se construire leur identité, leur estime d'eux-mêmes, leur volonté, leurs besoins, leurs envies sur la base de ces influences extérieures à la maison. Et quand est-ce que nous, les parents, on doit s'inquiéter? Parce que on a quand même toujours cet idéal de, voilà, il faudrait qu'ils s'entendent, faudrait que ça aille à peu près bien. Mais quand est-ce que tu dis qu'il faudrait, on va dire, respecter des distances ou à l'inverse, favoriser davantage les liens quand c'est compliqué? En fait, je pense que c'est vrai que beaucoup de parents, je pense, flippent vraiment et me disent, mes enfants n'arrêtent pas de se disputer. Tu sais, le côté ils n'arrêtent pas, ils sont en conflit, ils se font du mal, ils se tapent dessus, ils s'insultent. Nous, parents, ça nous fait du mal, donc on se dit, ça y est, c'est une fratrie qui va mal. Et en fait, j'aime bien rappeler, il y a Olivia Troupel, une chercheuse toulousaine, donc qui est en française, c'est quand même rare, donc on le souligne, elle est française, qui a bossé sur les styles de fratrie. Et c'est des travaux que je trouve absolument génialissimes. Et elle voit qu'il y a 4 styles de fratrie.
Et quand j'en parle aux parents, ça les éclaire et ils se disent « Ah, mais en fait, ma fratrie va plutôt bien à la maison. » La fratrie la plus fréquente, ce qu'on appelle la fratrie contrastée. Il y a un haut degré de coopération, mais il y a aussi un haut degré de compétition entre les enfants. Donc, en fait, tu vas te dire, ils se pouillent, mais la minute d'après, ils sont hyper complices. Ça, c'est une fratrie qui va bien, et ça représente environ 65% des fratries. Donc, c'est le modèle un peu majoritaire. T'as la fratrie dite consensuelle, qu'on rêverait tous d'avoir. C'est vraiment, t'as un haut degré de coopération et t'as un très bas niveau de compétition. Donc, ils disputent très peu, ils sont super complices. Mais c'est surtout le cas quand il y a un grand écart d'âge, par exemple, des choses comme ça. Et c'est que 21% des fratries. Donc, tu vois, très peu. Et quand il y a de la compétition, il y a forcément de la dispute? Ou ça peut être la compétition saine? Non, quand je pense, en fait, je mets dans la même ambiance, la même famille, compétition, jalousie, ambivalence, rapport de force, tu vois. Pas spécialement positif, quoi. En fait, après, c'est la vie aussi. Enfin, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est dans les conflits aussi qu'on apprend vachement à interagir avec l'autre aussi. Donc, c'est des moments qui sont très porteurs pour les compétences socio-émotionnelles de l'enfant. Donc, c'est pas tout à jeter, quoi. C'est aussi positif de disputer avec son frère ou sa sœur, quoi. Alors, la troisième catégorie de fratries, c'est les fratries qu'on appelle conflictuelles, où là, elles sont 9%, et heureusement, parce que c'est les fratries qui sont les moins saines, ou les plus sujettes à des violences familiales, à le plus de souffrances partagées. En fait, c'est les fratries où tu as un très bas niveau de coopération, et tu as un très haut niveau de compétition, de dispute et de rivalité. Et donc, en fait, quand tu n'as plus la balance équitable entre la compétition et la coopération, c'est là que tu peux vraiment avoir des conflits qui sont moins sains et une fratrie qui est en souffrance. Et donc, c'est ça que je dis aux parents toujours, je dis, mais ok, ils se disputent, vos enfants, c'est clair, ils se disputent, beaucoup se disputent, mais à quel niveau ils s'entendent bien? Est-ce que ça dépasse les disputes? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est moins que les disputes? Et quand on fait ce travail-là, on voit finalement que la plupart des fratries vont bien, quoi. Et tu pourrais dire que il faut consulter quand, justement? Je pense que, en général, j'aime bien dire aux familles, du moment qu'elles s'inquiètent, elles consultent. Ne serait-ce qu'elles voient quelque chose qui va pas, ça les fait souffrir, ça les angoisse, ça les inquiète, il vaut mieux qu'elles consultent. Mais après, l'indicateur externe, ce serait de voir que l'un des enfants souffre dans la fratrie et que l'un des enfants souffre des violences de l'autre. Toi, on minimise beaucoup ces violences-là, mais en fait, tu peux avoir du harcèlement dans la fratrie, tu peux avoir des violences physiques qui sont très fortes, des insultes qui sont vraiment très intenses. Il y a vraiment des enfants qui peuvent souffrir de cette fratrie. Et quand on voit l'impact des violences de la fratrie sur la vie entière de l'individu, des fois, ça vaut le coup de se poser la question de voir quelqu'un extérieur. Ouais, bien sûr. Ouais. Qui doit voir toute la famille. Pour moi, c'est approche important. Systémique. La famille comme un système, c'est tellement plus porteur. On va pas juste voir un soignant avec uniquement l'enfant qui se plaint, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une approche globale. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Et justement, qu'est-ce qu'on doit faire quand les conflits sont fréquents? Alors déjà, peut-être pour voir ce qu'on pourrait faire, faut voir ce qui augmente les conflits dans une fratrie. Dans la recherche, on voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui augmente les conflits. Il y a la mésentente conjugale. Genre, plus on se pouille avec le mari, la femme, devant les enfants, dans la recherche, on voit que ça augmente les conflits dans la fratrie. En fait, on est leurs modèles sociaux et la manière dont on se dispute, dont on gère les désaccords avec monsieur ou madame, clairement, ça influence indirectement ou directement la manière dont ils vont gérer leurs propres conflits et la tension dans la famille. Donc déjà, on se pose la question, comment ça se passe avec elle? Voilà, mon conjoint, ma conjointe à la maison. Ce qui augmente aussi beaucoup les conflits, c'est le tempérament de l'enfant. Alors ça, on peut rien y faire, malheureusement, mais s'il y a des enfants qui ont un tempérament qui est très réactif au stress, tu vois, c'est vraiment un tempérament qu'on appelle hautement réactif, ça augmente le risque qu'il soit très, très tendu et du coup, qu'il ait plus de violence envers le frère ou la sœur. Et t'as un autre facteur qui est intéressant aussi et qui s'appelle, c'est le sentiment d'injustice. En fait, on voit que c'est directement lié avec les parents, quand les parents favorisent un enfant plutôt qu'un autre dans la fratrie, au quotidien, dans les disputes, dans la manière d'apporter de la tendresse, la compréhension, l'empathie. Si l'un des enfants se sent lésé trop souvent ou se sent victime d'injustice, ça aussi, ça va massivement augmenter la fréquence des conflits. Donc, on a plein de rôles à jouer en tant que parents, en fait, dans cette entente fraternelle. Et tu parles de ce qui favorise les conflits et à l'inverse, il y a aussi des facteurs un peu protecteurs, j'ai envie de dire. Je pense que montrer l'exemple, donc dans notre couple quand ça va bien et aussi peut-être avec nos propres frères et sœurs, montrer qu'on a une relation, montrer. Ça doit se faire tout seul, mais que les enfants voient qu'on a une relation plutôt saine avec nos frères et sœurs, qu'on les aime, qu'on le verbalise par exemple. Ça peut aussi aider, ça dépend comment t'investis ta famille, effectivement, en tant que personne. Après, ce qui aide beaucoup, clairement, ce qui aide le plus dans la fratrie, c'est comment les parents réagissent quand les enfants se disputent. Genre, à l'instant T, c'est le plus dur, j'arrive pas à le faire. J'arrive à dire une fois sur 5. Ne pas prendre parti. Mais en fait, vraiment, ne pas prendre parti, quoi. Et en fait, dans la recherche, les chercheurs ont établi 2 types de réactions quand tes enfants se disputent.
t'as la réaction qui s'appelle, ils sont toujours des mots très forts dans la recherche, destructrice. La culpabilité. En fait, c'est en gros, tu arrives en tant que justicier, tu dis qui a tort, qui a raison, tu charges un max le coupable et tu défends un max la victime, parce que tu as dans un registre coupable-victime un peu dichotomie dans ta tête. Et donc, du coup, ça va faire en sorte que l'un des enfants se sente lésé. Il va être encore plus vénère, il va être encore plus frustré, du coup, il va encore plus avoir envie de taper son frère ou sa sœur et ça va encore distendre le lien. Surtout qu'en général, on a un seul son de cloche. C'est l'enfant qui va venir se plaindre. On sait jamais ce qui s'est passé, en plus, on n'était pas là. Il y en a un qui nous énerve plus que l'autre, il y en a un qui a tapé plus fort que l'autre, alors on s'énerve contre lui. Et en fait, donc ça, c'est une réaction destructrice, dite du justicière. Et l'autre réaction que le chercheur oppose à celle-ci, c'est la réaction de modérateur ou de médiateur. Et là, clairement, tu sors de ta casquette, tu sors du qui a tort, qui a raison. Très dur d'en sortir. Et là, tu te dis, personne n'a tort, personne n'a raison, et t'es un peu comme un journaliste sportif où tu tends le micro à tes 2 enfants, ou tes 3 enfants, t'en as 3. Un diplôme pour gérer les et c'est chaud. Et en fait, quand ils voient ça dans les recherches, quand ils forment les parents à ça, dans les études, ils voient qu'il y a, moins de conflits, 2, meilleure entente, et 3, les enfants, au bout d'un moment, arrivent à gérer mieux leurs conflits tout seuls, et trouvent mieux des compromis plus facilement. Mais c'est super dur à faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que le compromis que les enfants trouvent à l'instant T, pendant qu'ils sont en conflit hyper énervés, il faut que ces 2 enfants quittent le conflit avec cette sensation d'avoir été traités avec équité. Les 2 sont contents du conflit, en fait. C'est hyper dur. Donc j'imagine que là, souvent les parents vont séparer la fratrie. Séparer parce qu'ils n'en peuvent plus. Enfin, je m'inclus dedans, on n'en peut plus, quoi. Au bout d'un moment, ça dure, mercredi matin, 6h, ils se tapent déjà dessus, tu te dis, mais pourquoi j'ai plusieurs enfants? Oui, c'est dur. Lequel on va mettre dehors? Non, je plaisante. C'est ça, c'est vrai que c'est difficile. En fait, ça dépend je pense que c'est notre propre régulation émotionnelle qui pêche la plupart du temps, quoi. Ouais, et puis donc, chercher un coupable, clairement, c'est contre-productif. Oui, ça nous soulage en tant que parents, énormément, mais c'est contre-productif. Alors, comment adopter une posture médiatrice, justement? Dans le monde idéal, le monde idéal où t'es frais, reposé, t'as une vie de rêve, t'es pas fatigué, t'as 40 ans de nuit complète, t'es vraiment très heureux. L'utopie. Ouais, c'est vraiment comment les chercheurs la décrivent, tu vois. Après, la théorie, la pratique, t'as un monde, mais c'est quand tes enfants se disputent, donc t'es dans la pièce, t'arrives de manière, déjà t'es cool, t'es vraiment détendu. Si t'arrives énervé sur un conflit, tu vas forcément faire une mauvaise stratégie, c'est sûr. Donc déjà t'es cool, t'arrives détendu, et en fait tu te mets à hauteur des enfants, ou alors tu te mets ça dépend s'ils sont au sol, ça dépend s'ils sont en hauteur. L'idée, ce qui est pas mal, c'est de mettre une main sur chaque enfant. C'est con, mais Non, mais je rime, mais parce qu'en fait, c'est tellement compliqué, quoi. Mais c'est horrible à faire. Mais si tu tends vers ça va s'améliorer. Mais moi, j'arrive jamais à faire ça. Je peux pas le faire. On est dans le monde idéal. On se met à hauteur des enfants. Monde idéal. Hauteur des enfants. Si sont des ados, ils sont peut-être plus grands que nous. Tu te mets sur une échelle à escabeau. Tu mets une main sur chacun d'eux. Genre, tu apportes de l'empathie tactile, de la douceur, et t'arrives surtout très, 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 très cool. T'es vraiment détendu. Tu vas raconter la scène de manière objective, disant, voilà, toi, tu as fait ci, est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, tu as fait ça, sans juger qui que ce soit. Et tu montres que tu respectes et tu es en empathie avec chacune des parties, ce qui est très dur, Parce qu'à ce moment-là, généralement, t'es énervé contre un des enfants, déjà. Et après, ils vont se disputer. Et l'idée, à ce moment-là, il y a 2 étapes. L'idée, c'est la première étape, c'est de mettre des mots sur les émotions de chacun. Genre, t'as vu, regarde, Mathéo, quand tu as dit ça, regarde, t'as vu, il est triste, t'as vu, regarde, il est pas bien, ça lui fait de la peine, ça te ferait souffrir, toi aussi, regarde. On t'a dit ça, tu te mets en colère. Regarde, tu sens, t'es en colère, t'as ton cœur qui bat plus vite. L'empathie pour chacun. Et après, c'est l'idée du compromis. C'est-à-dire que soit tu leur dis, voilà, trouvez un compromis qui vous corresponde à tous les 2. Soit ils n'ont pas d'idée. Tu apportes un compromis. Et il faut que les 2 enfants soient OK et que le compromis soit respecté par les 2. Et après, l'idée, c'est que tu t'en ailles et tout va mieux. Donc, quand tu fais ça, il y a moins de risques de dispute dans l'heure qui suit. Et donc, l'idée, c'est peut-être de trouver un compromis avec eux au début, pour qu'au fil des disputes... Pour les entraîner à trouver le compromis. En fait, c'est un apprentissage. Ouais. Toi, c'est pas inné de trouver un compromis avec quelqu'un, quoi. C'est vrai qu'en fait, la fratrie, c'est vraiment comme un laboratoire de vie où tu apprends à disputer. Et c'est génial. Et finalement, ça peut t'aider quelque part dans ta vie sociale. Mais ça les aide énormément. Imagine, t'es enfant unique, là, sur le coup, ce qui pêche, c'est que t'as pas l'occasion de disputer avec des gens. Et tes copains de classe, tu fais toujours hyper attention. La frère ou la sœur, tu prends aucun gant. Donc, t'apprends vraiment à voir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal, qu'est-ce qui fait du bien, comment t'en sortir d'une situation conflictuelle. Non, c'est un super apprentissage, Faut le voir comme ça. Les ados qui nous écoutent doivent se dire, c'est bon. C'est bon, on peut s'entretuer. Alors, ce lien fraternel, comment on fait, nous, parents, pour poser les bases d'un lien qui serait durable? C'est ce qu'on souhaite, évidemment. En étant plus réactif de manière médiateur au conflit, c'est vraiment la plus grande, la plus
c'est le plus grand facteur qui influence, c'est celui-ci, la réaction au conflit. Après, il y a plein de choses à mettre en place. Alors après, ça arrive, mais c'est peut-être un peu tard parce qu'ils sont adolescents, j'imagine qu'ils sont plus grands, mais on voit que la manière dont l'aîné, à la naissance du petit frère et petite sœur, la manière dont l'aîné va investir le nouveau-né peut être un facteur prédictif de la manière dont il va investir l'enfant 3 à 4 ans plus tard. Donc on voit que les premières traces relationnelles dans la toute petite enfance peuvent avoir un peu comme un peu comme un faisceau en fait qui va influencer potentiellement leur relation ultérieure. Ouais, donc si le grand frère prend le bébé et n'a pas du tout envie de s'en occuper, le balancer entre guillemets, c'est pas mal parti. Il fera peut-être partie des 9%. Ah non, j'espère pas. Après, il y a rien qui est figé aussi. Enfin, tu vois, c'est ce que je dis aux parents aussi, c'est que effectivement, si aujourd'hui la fratrie va mal, elle est abîmée ou elle est en violence, c'est vraiment un lien qui est tellement vivant, tellement évolutif et tellement long qu'il y a plein de manières après de rétablir le lien par la suite. Et donc, pour faire ça, on peut, par exemple, augmenter les plaisirs partagés. C'est tout ce qui est temps partagé en vacances, moments de vacances où il passe vraiment des moments inoubliables, de qualité, de plaisir partagé. Ça va augmenter le lien, justement, renforcer le lien. Tout ce qui est aussi adversité, on voit que comme, effectivement, la famille est sujette à un drame, ça peut être un décès, ça peut être, c'est bête, mais genre, la mort d'un chien ou d'un chat à la maison, qui est un être ultra important pour des enfants, ça peut créer une adversité forte pour la famille et resserrer des liens fraternels aussi. On peut voir aussi ce qui peut être intéressant, c'est que quand ils font des jeux de société, éviter les jeux de compétition et augmenter les jeux de coopération pour faire plus une équipe, genre équipe parents, équipe enfants, pour resserrer le phénomène qu'on appelle en deux groupes, tu vois, des liens entre les enfants eux-mêmes. Et puis surtout, dès qu'il y a un conflit, prendre parti et faire en sorte que chacun ait de l'empathie l'un pour l'autre. Et quelque part, on peut aussi se dire que les enfants, ils ont de la ressource et ils peuvent créer ce lien tout seuls. Aussi, en fait. Après, on est quand même, nous, parents, chefs d'orchestre, tu vois, on leur donne un peu, on lance un peu on jette un peu les dés, mais après, ils en font un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. J'aime bien l'idée des jeux parents contre enfants. Ouais, ça fait bon, ça améliore pas la relation adulte-enfant, hein. C'est déjà chaud bouillant, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, mais l'idée que la fratrie devienne une team, je trouve ça quand même très sympa. Ça aide. C'est ça, en fait, psychologie sociale, on appelle ça le phénomène endogroupe et exogroupe. En fait, tu as tendance à resserrer les liens d'un groupe. Alors, c'est plus contre un groupe, mais du coup, le phénomène endogroupe fait que les liens sont beaucoup plus forts au sein de ton même groupe, quoi. Ouais, c'est chouette. Et justement, quand ça se passe bien, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont en général favoriser le fait que ça se passe bien? Par exemple, tu parlais de l'écart d'âge tout à l'heure. Ouais. Alors, tu as l'écart d'âge, effectivement, qui va compter. En fait, on voit qu'en dessous de 4 ans, en moyenne, d'écart d'âge, alors c'est l'écart d'âge le plus majoritaire en France, on est à 3 ans en moyenne. Tu as plus de conflits, mais tu as aussi plus d'entraide, plus de complicité, et en grandissant, les enfants restent assez soudés. Alors que quand tu as un écart d'âge de plus de 6 ans, t'as beaucoup moins de conflits, ça c'est cool. Par contre, t'as beaucoup moins d'intérêts communs aussi. Parce qu'en fait, t'es plus sur la même dynamique que ton frère ou ta sœur quand t'as 6 ans de plus que ton frère ou ta sœur. Donc en fait, t'as pas l'écart d'âge idéal, mais c'est vrai que plus de 6 ans, t'as quand même moins de conflits dans l'ensemble. Et les relations très fusionnelles entre frères et sœurs, toi, tu le vois des fois ou dans les études? Ouais, ça arrive. Alors après, on voit beaucoup ça pour la gémellité. Ouais. Les jumeaux, que ce soit des jumeaux monozygotes ou dizygotes, enfin des vrais ou des faux jumeaux, comme on les appelle vulgairement. Effectivement, ça crée des relations qui sont plus fortes. Et c'est pas toujours des relations qui sont plus saines d'ailleurs. En fait, ça dépend il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ça existe aussi pour les non-jumeaux. Mais il y en a qui sont des relations qui sont saines, donc qui sont des fois un peu de la dépendance, qui peuvent faire un peu souffrir l'un ou l'autre des frères ou des sœurs. Mais effectivement, tout existe dans le type de relation, ouais. Donc alors, tant que les enfants sont sous notre toit, souvent c'est le cas à l'adolescence. Et encore. Temps. Ouais, pas toujours, mais pour quelques temps. Donc il y a quand même ce rôle à jouer, ce rôle de chef d'orchestre. J'aime bien ce terme-là. Finalement, il y a un côté, on donne la température, on donne le ton, en fait. On donne le ton, ouais. On en est responsable. Et ces bases-là qu'on va acquérir dans l'enfance, mais aussi à l'adolescence, elles vont évoluer. Après, elles vont évoluer tout au long de la vie. Ouais. On sait aussi que des fois les fratries, elles se séparent ou elles se distancent, puis elles se retrouvent. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est l'un des champs de recherche qui m'a le plus passionné. C'est la manière dont on vit une relation fraternelle de la naissance jusqu'à la mort. Et en fait, les études ont vraiment beaucoup analysé ces phénomènes de fratrie. Et déjà, on voit que c'est profondément un lien qui est profondément vivant, évolutif, et jamais rien n'est figé, et on pourra jamais prédire comment elle sera dans 10 ans, cette relation fraternelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, donc, on voit dans l'enfance, les liens sont plutôt forts parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, tout ça, les modèles, machin. On l'a vu. Adolescence, un début de distanciation.
Après, s'il y a un premier enfant en même temps, genre si, je sais pas, 2 sœurs ont un premier enfant en même temps, ça va les rapprocher à fond, notamment si elles vivent dans une même région géographique. Par contre, s'il y a un qui a un enfant, l'autre est encore étudiant à faire la fête tous les soirs, il va y avoir le lien qui se distancie, ça va pas être le bon moment pour se rapprocher. Mais la parentalité peut rapprocher les fratries. Donc ça évolue. S'il y a un divorce, par exemple, un divorce ou un décès d'un conjoint, d'une conjointe ou un chômage subi, ça va adversité dans une vie, donc ça va rapprocher potentiellement le lien fraternel. Notamment si le conjoint disparaît, du coup on va chercher dans un autre cercle social qui est notre frère ou notre sœur à l'âge adulte, alors qu'avant on calculait pas depuis 10 ans, ça ne posait aucun problème. Et ça évolue. Et après ils arrivent effectivement au décès du premier parent. Quand le premier parent décède, c'est un drame horrible pour un enfant, c'est comme si on coupait une jambe ou un bras. Et effectivement là ça va rapprocher beaucoup les frères et sœurs à ce moment-là. Fille, garçon, qu'importe le sexe dans la fratrie. Parce qu'on met de côté toutes nos peines, toutes nos rancœurs, on se dit c'est tellement horrible ce qu'on vit, ça va les rapprocher. Par contre, et c'est ça qui m'avait beaucoup touchée, quand le deuxième parent décède, il y a tendance à avoir des liens qui se distendent, voire qui se distendent énormément, parce que le deuxième parent, c'était un peu, la colonne vertébrale de la famille, c'était le dernier tronc qui restait dans la famille. Donc si on fréquente le frère ou la sœur, à ce moment-là, c'est par choix, et pas par nécessité organisationnelle. Et du coup, il y a beaucoup de fratries à ce moment-là qui perdent complètement les liens, qui se distendent complètement, ils se fréquentent plus, parce qu'il n'y a plus besoin de se fréquenter. Et ça évolue. Et après arrive le troisième âge, l'âge d'or, je sais pas comment on appelle ça, la fin de vie, vers 70 ans, 75 ans. On voit de manière vraiment commune dans les recherches qu'à ce moment-là, c'est hyper beau, c'est très émouvant, je trouve. Les liens se resserrent parce que c'est la fin de vie. Beaucoup ont perdu leur conjoint, 70 ans, 75 ans. Souvent, les femmes restent seules, les conjoints sont décédés plus tôt, bref. En tout cas, beaucoup ont perdu leur conjoint. Il y a plus de rancœur. Les parents sont décédés depuis longtemps. Il y a plus d'enfants préférés. Il y a plus tout ça. Les propres enfants sont très grands. Il n'y a plus besoin de s'en occuper. Et ils sentent que la fin de vie approche. Et du coup, ils veulent des relations apaisées. Et c'est à ce moment-là, dans cette dernière ligne droite, que les frères et sœurs se rapprochent. Tu vois, quand les parents me disent des fois, mes enfants, je sais pas, ils ont 5 et 10 ans, disputent tout le temps, je dis, mais dans 60 ans, ça ira mieux. Patience un peu, mince alors. Ouais, on sera mort d'ici là. Tu vois, on verra jamais ça. Ouais, c'est terrible. C'est fou. Moi, j'y pense souvent. Je me dis, c'est triste, je verrai jamais comment mes filles évoluent, seront dans 60 ans, quoi. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une forme de sagesse aussi. Enfin, moi, je vois ça. On devient sage, je pense, quand on veillait vraiment beaucoup. Ah ouais. L'approche de la mort nous rend sage, en fait. Ouais. Et tu sais, on en a parlé au début de ce podcast. Il y a des drames qui sont liés à des préférences au sein d'une famille, du favoritisme, c'est ce terme-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des générations entières qui ont subi ça, en fait, surtout les générations de nos grands-parents. Enfin, encore aujourd'hui, je pense. Toi, tu penses qu'il y a encore ça aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y en a moins. Mais ça se dit peut-être pas. Ça se dit peut-être pas. C'est marrant parce que, tu vois, c'est ce côté, ce tabou de l'enfant préféré, c'est un énorme tabou sur le terrain. Et en fait, dans la recherche, c'est décomplexé. Ils ont même fait un courant de recherche, tu vois, de ce qu'on appelle le favoritisme parental. C'est vraiment un courant de recherche. Et ce qui est fou, je crois que c'est l'une des questions que me posent le plus souvent les journalistes, c'est l'enfant préféré. En fait, on voit qu'il y a plein de parents qui sont là-dedans, qui favorisent un enfant plutôt qu'un autre, et qui ne le savent pas. Et en fait, quand je leur dis, parce que dans mon livre, justement, j'ai traduit un questionnaire de recherche qu'une jeune Turque a consacré sa thèse de doctorat à cette question de l'enfant préféré. Et elle a établi plein de questions pour les enfants, mais en tant que parent, on peut lire aussi pour notre propre parentalité. Et en fait, je leur dis aux parents, mais lisez le questionnaire, et vous allez voir, quand vous lisez les bonnes questions, quand vous posez les bonnes questions, vous dites, ah mais ouais, en fait, je suis dedans. Et en fait, t'as 65% des mères environ, et 70% des pères dans les recherches qui confient avoir un enfant préféré. Donc c'est la majorité, finalement. C'est juste que je pense que c'est pas conscientisé. Et quand ils le conscientisent, ils disent, ah ouais, je suis vraiment dedans. Tu vois, ça, par exemple, c'est des trucs tout cons. Par exemple, quand il y a un conflit, est-ce qu'il y a un enfant que tu vas plus défendre facilement qu'un autre? Quand il y a 2 enfants qui sont tristes en même temps, pour lequel tu vas consoler en premier, pour lequel tu as plus d'empathie, lequel t'accroches plus souvent au frigo, ou lequel, je sais pas, tu prends le plus souvent en photo, ou alors, truc tout bête, en fin de journée d'école, auquel tu vas demander plus souvent comment sa journée s'était passée. Tu vois, t'as toujours un enfant qui va ressortir un peu du lot, et plus t'as une famille nombreuse, plus t'es à risque de favoriser un enfant plutôt qu'un autre. Il y a plus de choix en même temps. Donc. T'as un panel de choix. Et donc, juste se dire les bonnes questions, poser les bonnes questions, tu vois, conscientiser le truc, c'est déjà un énorme effet thérapeutique, je trouve.
Je vais mettre le lien de cette étude en description. Je pense que c'est important. Après, les Turcs à la base, tu vois. J'ai traduit sur DeepL. DeepL, merci DeepL d'exister. Du turc jusqu'au français. Mais c'est fou. C'est vraiment, moi, j'étais surprise des questions, quoi. Ouais, et puis je me dis qu'en faisant ce genre de questionnaire, on peut se remettre en question. Comme tu disais. Tellement. C'est pas conscientisé. Il y a peut-être une histoire de choses qu'on n'aurait pas digérées, et puis mises bout à bout. Peut-être aussi. Tu vois, je sais pas, imagine, t'es toi-même t'es le benjamin d'une fratrie, ça se trouve, tu vas plus favoriser le benjamin parce que t'as eu plein de choses qui sont non résolues dans ton enfance. Ouais. Ou alors, est-ce que ton enfant, un enfant, t'as vécu un enfant prématuré, t'as eu moins l'occasion de le toucher, t'as eu moins des moments de grand stress avec lui, t'as peut-être plus de mal de créer du lien avec lui. Il y a plein de choses qui font que ça peut être plus dur avec un enfant plutôt qu'avec un autre enfant. Mais le tout, c'est pas pourquoi, enfin, tu peux te dire pourquoi, mais c'est juste, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que je favorise un enfant plutôt qu'un autre? Et si oui, comment je peux faire autrement pour gagner un petit peu en équité? Mais c'est pas simple, hein. C'est très difficile. Et c'est hyper important de se remettre en question, surtout. Ouais, effectivement. Et surtout d'en parler aux coparents. Tu vois, si tu repères ça si tu repères chez ton, je sais pas, chez le conjoint, la conjointe qui favorise un enfant plutôt qu'un autre, il y a plein d'actrices qui me disent ça. Juste en parler aux coparents et faire en sorte que les deux soient OK avec ça, communiquer sur ça, en fait. Ne pas en faire un tabou. T'as des familles comme ça où typiquement, je dirais, l'exemple de la famille avec 2 enfants, où un parent est plus souvent associé à un enfant et puis un autre parent à un autre. Sans parler forcément de préférence ou de favoritisme, mais des fois, il y a des duos qui se font. T'as déjà vu ça? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des duos qui se font. Après, quand même, quand tu vois les duos, t'as souvent tendance à voir chez le parent qui favorise quand même cet enfant-là plutôt que l'autre, tu vois, dans les conflits. Genre à qui il demande plus souvent de relayer sa chambre, avec qui il est plus souvent intolérant, tu vois. T'as quand même souvent des mêmes enfants qui reviennent, je trouve. Mais c'est vrai qu'on repère ces duos-là, ouais. Donc, le questionnaire à faire, pour se remettre en question. Ouais, douloureux, hein, hyper douloureux. Hein. C'est très difficile, hein, mais bon, utile. Et justement, les enfants uniques dans tout ça. Donc on n'a pas de frères ni de sœurs. Est-ce que c'est vraiment un désavantage? Mais c'est fou parce que alors, ces enfants uniques, ils ont vraiment mauvaise presse sur le terrain. C'est marrant parce que les recherches montrent que les enseignants les perçoivent comme moins compétents socialement et comme plus égoïstes. Ouais. Donc il y a vraiment des vraies idées reçues dessus et des vrais préjugés qui ont un vrai impact sur leur vie. Tu vois, c'est pas que l'idée reçue, c'est un vrai impact sur leur vie. Et dans les recherches, quand on regarde vraiment avec une analyse, avec un recul, le profil de ces enfants-là, on voit pas qu'ils sont plus égoïstes que les autres. Ils sont pas moins de compétences, ils sont pas moins généreux que les autres, ils sont pas plus sociopathes que les autres. Tu vois, t'as aucun mal-être associé à ça. Et toutes les recherches depuis 50 ans, contredisent cette préjugé de terrain. Par contre, on voit que les enfants uniques ont un avantage non négligeable, c'est qu'ils sont beaucoup plus stimulés par leurs parents pendant beaucoup plus longtemps. Donc, ils ont souvent des points de QI un peu plus que les autres. Ils ont une meilleure scolarité, sont plus brillants à l'école parce qu'ils sont plus stimulés. Ils sont avec leurs parents, en fait, tout le temps. Donc, ils sont avec des communicants experts, qui sont intelligents, donc ils ont plus de vocabulaire, ils ont donc un meilleur niveau de langage. Et donc, ces compétences-là sont utiles pour leur scolarité. Ce qui est valable aussi finalement chez les aînés par rapport aux cadets, qui sont plus stimulés pendant un temps en tout cas. Et ben exactement ça, que les aînés souvent ont un meilleur niveau langagier que les cadets, ils ont une meilleure réussite scolaire que les cadets, et souvent les aînés ont plus de chances d'avoir plus de revenus supérieurs à l'âge adulte que les cadets. Parce qu'ils ont le paquet pendant la première enfance, enfin entre 0, 3 à 4 ans, c'est énorme. Par contre aussi, ce qui est fou, alors ce qui est proche des cadets et des enfants uniques, c'est que les aînés, comme les enfants uniques, ont plus de risques, ils ont 48% de risque de plus de souffrir d'anxiété et 35% de risque de plus de souffrir de dépression par rapport aux cadets. Parce qu'ils ont plus de pression parentale que les autres, quoi. En fait, tu peux pas être hyper intelligent, genre, être brillant scolairement et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, quoi. C'est le côté négatif du côté. Chaque position, franchement, a ses avantages et ses inconvénients, ouais. T'as aucune position idéale. Et donc, quand on est tout seul, justement, quand on est enfant unique, est-ce qu'on va chercher justement dans nos amitiés, dans notre voisinage, des relations quasi fraternelles? Tu vas les chercher peut-être, tu vas les trouver ou pas, selon l'environnement. Mais c'est vrai que par contre, les enfants uniques ont cette faculté-là, beaucoup plus facilement à créer du lien avec des gens extérieurs, enfin des enfants extérieurs à leur domicile, ce qui est moins le cas des enfants avec frères et sœurs qui se retrouvent plus entre eux. Et ça peut effectivement créer des fois des relations beaucoup plus fortes. Par contre, si de l'autre côté, t'as un enfant qui a des frères ou sœurs, tu vois, il va toujours avoir ce lien frère et sœur qui va prendre des fois le pas pendant l'enfance sur le lien fraternel, sur le lien amical. Ça dépend un peu de l'équilibre de chaque profil d'enfant. Mais effectivement, tu peux avoir ce besoin-là de chercher
ces relations sociales en dehors de ta maison, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Ouais, et puis surtout à l'adolescence où justement t'as plus de liberté, tout doucement, tu vas peut-être aller chez les copains, chez les copines. T'as le droit en fait de sortir de ta maison plus que quand t'es surtout quand t'es ado, où en plus tu rejettes ton schéma parental, où t'as vraiment. C'est marrant parce qu'une fois je me rappelle un adolescent qui m'avait dit quelque chose de très joli. Il m'avait dit mais en fait mon ami c'était un garçon et le frère que je n'ai jamais eu. Et tu vois, ça m'a... Je dis, parce que pour moi, c'est quoi pour toi un frère? Oui, c'est ça, effectivement. Et pour lui, c'est un frère, c'est une relation extraordinaire. Je pense qu'il avait une idée, les frères et sœurs qui étaient extraordinaires. Or qu'en vrai, quand tu vis la relation dedans, t'es pas aussi enthousiaste, tu vois, mais il y avait une image de la relation fraternelle comme quelque chose d'extraordinaire, de très ressourçant, de presque un peu symbolique. Ouais. Et du coup, il recherchait, enfin, dans son entourage, il recherchait cette relation aussi forte et aussi fusionnelle. Ouais, tu sais, on entendait souvent parler des liens du sang, là. Tu sais, les pactes qui faisaient les jeunes. Oui, c'est vrai, ouais. En se coupant le bout du doigt et en... Hyper à risque, d'ailleurs. À ne pas faire. À ne pas faire, ouais. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. Tu recherches un frère ou une sœur. Mais je pense que beaucoup peut-être dans les médias, dans les films, dans les séries, notamment celles que consomment les adolescents, t'as une image de la relation fraternelle qui n'est peut-être pas hyper réaliste non plus. Donc, si t'en as un frère et sœur à la maison, tu vas te dire, tiens, avec mon frère et ma sœur, c'est pas aussi beau que dans les séries. Et si t'as pas de frères et sœurs, tu vas te dire, tiens, j'ai raté ma vie, en fait, j'ai pas eu de frère ou de sœur, tu vois. Et ça met une pression, je trouve, un peu décalée par rapport à la réalité du terrain. Ouais, puis il faut pas se mettre cette pression-là. Il y a aussi, voilà, des fratries qui ont pas pu forcément avoir un deuxième enfant, et c'est ok aussi. En fait, c'est ok aussi. C'est vraiment, ça ne présage pas du tout de ce qu'ils sont en termes de personnalité. Ouais. Et ça, c'est rassurant aussi, parce que des fois, comme on souffre de ces clichés-là. Justement de se dire c'est super déjà d'avoir cette... Je pense que tu sais, pendant que j'écris mon livre, j'ai croisé un garçon qui avait une dizaine d'années, 10-11 ans peut-être, et il était enfant unique. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quoi toi d'être enfant unique? Et il m'a dit, le pire pour moi, d'être enfant unique, c'est le fait que quand je dis à quelqu'un que j'ai pas de frères et sœurs, les personnes en face de moi me regardent avec une petite moue, et me fait et ce c'est le pire truc qu'on puisse faire à un enfant unique. Bien sûr. Et donc je souffre plus de ce quand on dit que je suis enfant unique que de fait d'être unique, puisqu'elle dit mais j'ai connu que ça et je suis content comme ça en fait. Ça c'est fort, donc faut faire attention nous tous comment on réagit quand quelqu'un nous dit qu'il n'a pas de frères et sœurs quoi. C'est pas une tare, tu vois. Bien sûr. Et c'est fou parce que le préjugé est pourtant tenace. Alors est-ce que t'es ok qu'on fasse un petit vrai faux? Allez, allons-y pour terminer. Les frères et sœurs qui se disputent beaucoup vont mal dans leur famille. Bah non, faux. Ça dépend s'ils font que se disputer ou s'ils ont des hauts degrés de coopération par ailleurs, tu vois. Donc je dirais faux. On peut quand même soulever que le fait de se disputer, ça peut être aussi un mal-être peut-être d'un des deux qui va chercher quelque chose, chercher à dire quelque chose ou inconsciemment, non? Mais complètement, en fait, il y a plein de facteurs. Le problème, c'est que les facteurs de la dispute sont endogènes, c'est-à-dire liés à l'enfant lui-même. Ses traumas, son tempérament, sa personnalité, ce qu'il est, même son poids de naissance peut impacter la fratrie. Enfin, tu vois, t'as plein de facteurs endogènes et des facteurs exogènes, comme le style parental. Quand t'as un style plus autoritaire, t'as plus de conflits, comme la manière dont les parents réagissent aux conflits, comme le fait, un enfant préféré ou pas. Il y a plein de facteurs endogènes, exogènes qui influencent tout ça. Donc, c'est un joyeux bordel, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, ça me fait dire quand même que quand on a des disputes, on est médiateur, etc., on doit demander les sentiments et aussi demander un peu comment ils vont, quoi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'extérieur, ne serait-ce que du harcèlement au collège ou des choses comme ça. Mais aussi, effectivement, c'est pas quelque chose que l'enfant vit lui-même, qu'il vit mal et qui déporte sur l'autre enfant qui est en première ligne de ses souffrances, quelque part. Ouais. Effectivement. Quand il est énervé, il a besoin de taper sur quelqu'un et il tape sur la première personne qui est là et généralement, c'est son frère ou sa sœur. Et c'est fréquent que ce soit lui qui prenne plus cher. Quand c'est les plus petits, souvent. Oui, même le plus grand, il peut être téméraire, le plus petit, attends. Ah ouais. C'est courageux, un enfant. Justement, donc tu vois, il y a peut-être des fratries où quand on dit j'ai un frère ou une sœur, et ben on fera Oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Allez, vrai faux numéro 2. Il faut toujours intervenir quand ils se disputent. Eh ben non, justement, faux, et c'est bien de leur laisser l'occasion de se débrouiller tout seul, hein, parce que plus ils se débrouilleront seuls, plus ils arriveront à se débrouiller seuls. Par contre, c'est un peu mon truc, quand il y a le signe d'alerte, le red flag, ce serait que quand l'un des enfants commence à en souffrir de l'interaction, soit quand ils appellent le parent, ou quand l'un des deux commence à souffrir, soit parce qu'il y a des insultes qui est vraiment violente, soit parce qu'il s'est fait taper dessus vraiment très fort, là on interagit, on intervient, mais sinon on peut leur laisser une chance de se débrouiller seuls, quoi. Ouais.
Ils apprennent à ce moment-là. Ouais. C'est l'apprentissage, comme à l'école, comme apprendre à lire, enfin à écrire, à lire, à compter, ils apprennent à se disputer, quoi. C'est terrible la violence parce que je trouve qu'on a toujours une image très cliché. On fait un petit frère, une petite sœur, machin, ils vont être tout doux, trop mignons. Et puis en fait, mais ils le sont. De la violence. Mais bien sûr. Juste qu'on est focus sur ce qui va pas, mais il y a plein de moments qui vont bien dans une fratrie, tu vois. Bien sûr, heureusement. Ouais, faut pas banaliser, quoi. Vrai faux numéro 3, ne faut surtout pas comparer les enfants entre eux. Alors vrai, mais ça c'est vachement dur quand même. Parce que plus l'écart d'âge il est limité, en plus, plus tu vas comparer à fond les ballons. Alors c'est vrai, c'est déconseillé. En plus ça augmente la pression, ça augmente la rivalité, ça augmente tout plein de choses. Mais moi j'arrive pas à comparer. Je sais pas comment faire pour conseiller. Mais effectivement c'est pas le top, quoi. Après sinon tu compares pour toi. En fait l'idée serait de garder en tête que chaque enfant, et c'est vrai, j'en suis persuadée, mais ce que disent les recherches, mais chaque enfant est vraiment unique. Chaque enfant a ses points forts, ses points faibles. Et que même si on ne trouve pas ces mêmes points forts chez l'autre, il y a d'autres points forts que tu ne trouveras pas chez l'un. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment se dire que chaque enfant est un peu comme une histoire, un livre qui est écrit et qui est indépendant du reste de la famille, qui a des points forts aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, en plus quand tu as un écart d'âge qui est limité, et quand tu as un écart peut-être des fois de compétences qui est limité, enfin qui est important, bah c'est vrai que c'est plus dur de pas comparer. Mais c'est humain et spontané et naturel de comparer. On essaie de le garder pour soi. Voilà, et rendre ça constructif, tu vois. Oui. En parlant au psy, quoi. Oui, tout à fait. Vrai faux numéro 4, ce sont les parents qui créent les rivalités dans la fratrie. Et ben alors, vrai et faux. En fait, à la base, toute fratrie est marquée par l'ambivalence. Alors, tu vois, sur un plan, je trouve ça fou, mais évolutionniste, on dit que la fratrie, donc c'est un groupe d'appartenance qui se bat pour avoir des ressources limitées. Donc la fratrie, l'ambivalence fraternelle, existe dans toutes les cultures, dans toutes les fratries, et serait faite justement pour que chacun puisse, subvenir à leurs besoins, et deux, survivre en milieu hostile. Donc du coup, la fratrie de base est marquée par la rivalité. Tu peux rien, elle est comme ça. Même chez les jumeaux, c'est comme ça. Par contre, effectivement, la manière dont le parent va avoir un style éducatif plus ou moins démocratique, dont tu vas réagir avec plus ou moins de médiation dans le conflit, ça va augmenter ou non cette rivalité initiale et naturelle. Alors le style démocratique, c'est quelque part des parents qui vont mettre un cadre, mais dans le cadre, il y a une souplesse. C'est plutôt ça. C'est ça. Puis ils vont te mettre un cadre, mais ils vont l'appliquer de manière non violente et respectueuse de l'enfant, de ses besoins et de ses droits. Ouais, ce qu'on appelle l'éducation positive d'ailleurs, dans le corps public. Ok. Vrai faux numéro 5, c'est le dernier. Quand les enfants grandissent, les conflits s'apaisent toujours d'eux-mêmes. Ah, bah vrai et faux. Enfin, s'ils ont 75 ans, ça va. Mais s'ils ont 20, 30 ans, au contraire, c'est marrant parce que tu vois, souvent, les conflits, en fait, peuvent perdurer tout le temps. Et la manière dont les parents, même s'ils ont 60 ans, 70 ans, comment ils vont réguler les conflits quand leurs enfants ont 30 ans, 40 ans, ça va encore alimenter la machine de la rivalité ou pas, en fait. Donc, nos parents, ils ont un impact sur notre relation paternelle, même à 30 ans ou 40 ans. Donc, ça dépend vraiment des fratries. Et dans tous les cas, c'est évolutif. Et dans tous les cas, majorité des cas, ça se résorbe progressivement avec le temps, quand même. Ah, avec la c'est sagesse. plutôt rassurant. C'est tellement beau. Le meilleur pour la fin. On finit sur une note super positive. Il en faut parce que sinon c'est trop déprimant, quoi. En tout cas, merci pour ces éclairages sur la fratrie. On voit à peu près comment se positionner. J'adore parce qu'il y a beaucoup de bienveillance et on fait surtout comme on peut, quoi. Je pense qu'on fait surtout comme on peut, ouais. Parce que même moi, vraiment, qui ai tout ça en tête, enfin, je connais tellement bien ce domaine-là, j'ai écrit un livre de 300 pages dessus. J'arrive à faire ça une fois sur 5, des disputes, tu vois. J'arrive à réguler bien les disputes dans la fratrie, mais entre mes filles, une fois sur 5 à peu près. J'ai compté la dernière fois. Donc, les gens sont larges, quoi. On va mettre des petits croix, tu sais, sur les murs. C'est clair. C'est marrant parce que la dernière fois, ma fille me dit, maman, t'exagères parce que enfin, voilà, j'avais été énervée contre l'une plutôt que sur l'autre. Et elle m'a dit, mais tu fais l'inverse de ce que tu dis dans tes livres. Oh, j'ai dit, mais t'as tellement raison, ma chérie. Mais tellement, je me suis excusée. Elle a raison, quoi. Quand on se plante, on s'excuse, c'est intéressant. On apprend aussi l'humilité à nos enfants. Justement, on peut le trouver où, ton livre, ton actu, justement? Eh ben, le livre, bah, partout, dans tous les super libraires, mais en fait, partout. Je vous mets le lien en description. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles, des commentaires. On peut retrouver aussi tout sur ton compte, Héloïse Junier, c'est ça? Exactement, c'est sur Instagram, ouais. On va aller voir tout ça et merci encore. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net. Posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme des tips, des docs,
doc, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.